Nous avons pu découvrir, à travers plusieurs éditions d'ici et ailleurs, la beauté des villes malgaches. Nous continuons notre épopée avec Fort-Dauphin, une cité presque à la pointe sud de Madagascar. Attrayante par ses richesses, chaleureuse grâce à sa population, Fort-Dauphin est prête à dévoiler tous ses charmes à travers ce nouveau numéro de votre magazine préféré. Fort-Dauphin, si proche, si loin. À 1 heure de vol seulement de Saint-Denis de la Réunion, cette destination ne ressemble à aucune autre. Aux portes de l'océan Indien, la cité nous invite à plusieurs voyages. Un voyage dans le temps, celui des premiers peuplements, d'un art de vivre et de travailler, toujours inchangé, et un voyage au bout du monde, au milieu d'une nature que l'homme semble avoir encore épargnée. Isolée, la ville est aujourd'hui bien discrète. Pourtant, sur tous les rivages de l'océan Indien, nombreuses sont les populations à trouver leur origine à Fort-Dauphin. Vous voyez, c'est un livre qui a été écrit par une Américaine. On ne présente plus Jean de Holme. Le nom de ce Français est intimement lié à l'histoire de Fort-Dauphin et à son développement économique. Ce planteur de sisal, la culture reine de la région, est également connu pour son engagement écologique précoce. Les deux Holmes créent la réserve de Barent dès 1936. Pour eux, Fort-Dauphin, ce n'est pas seulement l'engagement d'une vie, mais l'engagement de plusieurs vies. La Réunion, Maurice, les Seychelles n'étaient pas peuplées et avec l'esclavagisme, les bateaux venaient à Fort-Dauphin et ont pris des Malgaches qui ont fait le peuplement en partie des îles de l'océan Indien et cela même jusqu'en Inde, dans les comptoirs les Français des Indes. Donc Madagascar a beaucoup participé au développement de ces îles et aujourd'hui nous souhaiterions beaucoup que les Réunionnais, les Mauriciens, les Seychellois retrouvent un peu de leurs origines à Fort-Dauphin. Je pense que le lien historique peut être moteur par le fait, si vous voulez, d'une appartenance commune. Je crois que c'est cela qui permettra peut-être des relations commerciales plus étroites avec Madagascar. Parce que Madagascar n'est pas étranger à la Réunion et la Réunion n'est pas étrangère à Madagascar. Fort-Dauphin est situé à plus de 1000 km de Tananarive. Contrairement à ce que les jeunes générations et certaines représentations pourraient faire croire, son nom ne doit rien au célèbre mammifère marin. Fort-Dauphin est ainsi nommé en 1643 en l'honneur du dauphin de Louis XIII, le jeune Louis XIV. À leur arrivée, les Français font face à une population métissée. La péninsule a été peuplée par des gens qu'on appelait les Kimos. Et vers le XIIe siècle, donc, l'arrivée du monde arabe avec les Africains, les Kimos donc ont préféré disparaître de la région parce que c'est une population qui n'aime pas se mélanger avec les autres. Et donc à partir du XIIe siècle, Fort-Dauphin possédait une population mélangée d'Arabes et d'Africains. En fait, les Français débarquent d'abord avec Jacques Pronis, au nom de la Compagnie des Indes orientales, à Sainte-Luce,
à 40 km au nord de Fort-Dauphin. Mais un an plus tard, le climat insalubre convainc Jacques Preunis de rechercher un meilleur emplacement. Les Français s'installeront au fort Flacourt, du nom du successeur de Preunis. Restauré dans les années 50, le fort reste l'une des principales attractions de la région. Il offre un point de vue exceptionnel sur la baie et les baleines fréquentes dans la région. Flacourt s'illustra par l'étude de l'histoire, des coutumes et de la flore de Madagascar. Aujourd'hui, chacun peut marcher sur ses traces, car à Fort-Dauphin, rien ou presque n'a changé. Il suffit de sortir de la ville pour se retrouver plongé dans un autre monde, un autre temps, celui d'une nature luxuriante, omniprésente. Pascal, Frédéric et leurs deux fils sont arrivés hier soir de Béziers. Le changement est radical. Autour d'eux, plus aucune trace de civilisation, rien d'autre que la nature. Aux portes de Fort-Dauphin, ce lac rejoint la mer. Alors en chemin, la nature s'adapte. Oreilles d'éléphant, arbres à papier et mangroves, 3 changements d'écosystème en quelques kilomètres seulement. Soudain, une écluse rappelle aux touristes que l'homme n'est jamais très loin. À Fort-Dauphin, un groupe canadien exploite une mine d'ilménite. L'ilménite contient du dioxyde de titane et de l'oxyde de fer, des produits que l'on retrouve dans la construction navale, aéronautique et spatiale, mais aussi dans les peintures, le dentifrice et même dans les céréales du petit déjeuner. On prend du sable, on met ce sable dans des centrifugeuses et on va en extraire 5%. Les 5% de ce sable à Fort-Dauphin, c'est de l'ilménite. Donc c'est ce sable qui contient un mélange de dioxyde de titane et d'oxyde de fer. Nous avons du sable, nous l'apportons ici au port des Walles et ensuite le navire minéralier vient une fois par mois pour chercher ce sable qui va être traité au Canada. Donc le navire va faire le trajet port des Walles, port de Sorel au Canada, en 28 jours. Au bout de la rivière, le village d'Évâtre. C'est un peu le bout du monde, un voyage dans une autre époque. Oui, très pauvre. C'est impressionnant quand même. C'est beau, mais c'est impressionnant, mais c'est aussi ce qu'on voulait voir. Hein. C'est une vie pratiquement ancestrale. Hein. Je pense qu'il y a 100 ans, c'était pareil, il y a 200 ans aussi. Voir la réalité des choses, ça fait aussi réfléchir à notre civilisation, notre société, notre mode de vie. C'est quand même intéressant. Un paysage vierge de toute construction en béton, un mode de vie ancestral. Pour Pascal et Frédéric, qui découvrent Madagascar, c'est un peu comme un voyage dans le temps. Le tourisme, pour moi, c'est quand même la rencontre des gens. Enfin, oui, c'est ça, c'est avant tout rencontrer l'homme et l'aventure humaine plus que l'aventure de la faune, de la flore et des paysages. Donc c'est vrai que voilà, hors des sentiers battus pour rencontrer les gens là où ils sont, comme ils sont, et non pas dans un cadre complètement artificiel du tourisme, disons, de masse ou plus facile, d'accès plus facile. Mais le voyageur, comme l'homme d'affaires, tiennent souvent à leur confort. Pour l'un et l'autre, le groupe Colbert a décidé de s'implanter dans le Grand Sud. En 2008,
ils achevaient à Fort-Dauphin la rénovation de l'hôtel Caleta, un établissement 3 étoiles. Ce sont dignes parce que justement, il y a quand même une partie de la clientèle et de la clientèle future qui désirera justement avoir énormément de confort et des prestations haut de gamme. Et j'espère que nous ne serons pas les seuls justement à proposer ce genre de service parce que le luxe s'appelle le luxe. Et je crois que s'il y a des spots autour de Fort-Dauphin et à Fort-Dauphin de ce standing-là, ça pourra répondre à un besoin. Et je crois que tout le monde a compris que c'est seulement en montant en gamme qu'on pourra attirer justement une clientèle de choix. Toute l'énergie et les forces de personne, ça dépend de la tête. Et il faut bien, s'il y a un problème, tout ça, ça commence par la tête. Et alors que là, on a bien traité et massé avec les points qu'il y a de problèmes. Et après cela, tout est réglé. C'est l'arrivée du chantier minier à Fort-Dauphin qui a décidé le groupe hôtelier à racheter et rénover l'hôtel Caleta. Au moment de la construction du chantier, 4000 ingénieurs, techniciens et ouvriers avaient alors rejoint Fort-Dauphin. Presque tous les hôteliers à Fort-Dauphin ont été occupés par les ouvriers, par les personnels du chantier qui remplissaient un peu la ville. Mais maintenant, comme c'est fini, ce chantier est fini, l'hébergement est libre. Donc le Fort-Dauphin peut recevoir des touristes actuellement. Le problème, c'est qu'entre-temps, face au manque de place, les tours opérateurs ont rayé Fort-Dauphin de leur catalogue. Aujourd'hui, de nombreux hôtels sont à l'abandon, faute de clients. Mais à l'époque, la construction fait rage. Une femme, pourtant, ne cède pas à cette tentation. Elle s'appelle Noélie et elle est architecte. Sur cette presqu'île exceptionnelle, elle fait le choix d'un bâtiment discret, à la beauté simple et contemporaine, une architecture épurée qui privilégie le site et la convivialité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on se sente chez soi, c'est-à-dire qu'on voyage, mais que pour pouvoir s'approprier ce paysage et cette ambiance, il faut qu'on se sente chez soi. C'est ce qu'on a voulu faire ici. C'est pour ça qu'on est plus proche de la maison d'hôte finalement que de l'hôtel dans le sens classique. On a voulu que les gens qui viennent se sentent chez eux, qu'ils se sentent comme à la maison. C'est pour ça que les espaces sont donc tous ouverts. Le restaurant, c'est une grande table d'hôtes, unique, dans laquelle tout le monde peut se mettre, même si on ne se connaît pas, on peut changer les discussions. Et ça marche. Ici, le client se sent chez lui et en même temps en pleine communion avec la nature. Fort-Dauphin, aussi, veut repartir à la conquête des touristes. Et pour cela, la ville ne manque pas d'atouts. Je peux quand même dire que Fort-Dauphin est unique à Madagascar. Parce que déjà, pour la faune et la flore qui sont endémiques du sud, on en est riche. Et puis cette plage, on n'a pas besoin de se déplacer à une grande distance, mais ça se trouve à quelques kilomètres. C'est le cas de la réserve de Naanpoon. À 7 km seulement du centre-ville, y sont rassemblées toutes les espèces végétales et animales environnantes. En fait, la réserve de Naanpoon, c'était d'abord un jardin d'essai. C'est un site qui existe depuis 1870, du temps des Français. En 1901, en fait, le site est transformé en jardin d'essai. Et on a dû mettre donc toutes les plantes du monde entier pour voir qu'est-ce qui poussait, qu'est-ce qui s'acclimatait ici. Et en 1997, donc, on est passé en partenariat avec l'État et on a transformé le site en réserve où on a 7 espèces de lémuriens, on a une cascade, on a une bambouserie, on a une piscine naturelle, une promenade en barque. Et puis vu comment ça s'est développé, on a créé nos lodges maintenant, donc les gens peuvent visiter aussi la nuit. On a des visites nocturnes, un safari nocturne qu'on organise. Ces espèces-là, insectivores, fructivores, ils prennent des araignées et des mille-pattes.
Tandis que les autres? Tandis que les autres, comme le chifaka et le kata, là c'est végétarien. Ils prennent que de feuilles et fruits. La racine, c'est seulement la... Cela ne s'invente pas. Voici Dauphin, un des guides de la réserve. Il n'y a pas un lémurien dont ils ne connaissent le nom latin, pas une plante à Madagascar dont ils ne connaissent l'usage ancestral. Là, c'est de Clidénia. Et alors, ça a aussi une utilisation médicale pour vous? Pour les brûlures d'estomac. D'accord. On fait une tisane, qu'est-ce qu'on fait? On fait tisane avec 10 feuilles à 1 litre d'eau. Finalement, pour chaque plante, il y a un remède associé. Oui, au moins de 95% de plantes qui poussent à Mada, ce sont des plantes médicinales. Et nous, on s'en sert de ça. Et les Malgaches, donc, ils utilisent cette médecine traditionnelle? Oui, ils utilisent les plantes médicinales. Le médicament, ça coûte vraiment cher et il n'arrive pas à arriver on revient donc. Et là, on revient maintenant là. Cette espèce de lémurien, des plantes médicinales, des arbres cactus ou encore des bambous géants, la réserve a toujours été un lieu privilégié pour la biodiversité. Alors, dans cette jungle, on n'est pas vraiment étonné de retrouver Pascal et Frédéric, nos amateurs de nature sauvage. Mais cette Amazonie surprend également les Malgaches. Très impressionnant en tout cas. On peut dire qu'on ne connaît pas encore assez Madagascar, même si on est des Malgaches. J'imaginais Fort-Dauphin un peu sec, mais là voir toutes ces verdures à 2 pas, comme vous le disiez, ça nous fait découvrir encore plus les richesses malgaches. Mais finalement, pas du tout. C'est un grand chantier de découverte. Un chantier sans fin ou presque. Une rivière encore, mais cette fois-ci nous voilà à Sainte-Luce, à 40 km de Fort-Dauphin, là où arrivèrent les premiers Français. Ils ne restèrent sur place qu'1 an avant de rejoindre Fort-Dauphin. Résultat, Sainte-Luce a gardé toute son authenticité. On fait tout d'abord la rivière, c'est pour voir les crocodiles et les amateurs des oiseaux. Donc on cherche des oiseaux et après donc on va faire une traversée de passer dans une forêt humide, forêt de littoral humide, dans une forêt primaire et qui a de lémurien. C'est ici, dans cet endroit vierge de toute modernité, qu'un Français a choisi de proposer des écologes. De la plage, les quelques bungalows sont invisibles. Ici, pas question de défigurer le site, c'est aussi une question de concept. Chacun a son petit forêt autour, on a chacun le terrasse privé à côté de la mer, et quand tu descends, tu as l'impression que c'est que vous, dans votre bungalow sur la plage. On ne voit pas du tout, mais ça c'est l'idée. Si on voit les voisins c'est les oiseaux, c'est les caméléons, c'est les choses de nature. Donc voilà, chaque chambre, ils ont un lit king size. Cet Écossais est un spécialiste de l'habitat de luxe écologique. Électricité, eau chaude, tout fonctionne à l'énergie solaire. Un choix revendiqué. Le luxe, ici, c'est l'authenticité. Mais aussi maintenant, de plus en plus de monde qui veut retourner aux nature, de faire un peu la vie simple. Il veut manger bien, il veut avoir un lit confortable, il veut avoir le douche chaud. Et donc ça, surtout parce que le monde il devient de plus en plus vite, tout le monde est de plus en plus stressé, surtout avec la crise financière et tout ça. Donc ici c'est un endroit où ils peuvent venir, ils sont dans la nature, tout à fait reposés, mais avec tout le confort qu'ils trouvent dans un hôtel, sauf bien sûr le hammam, le jacuzzi et l'écran plate.
Le programme, de toute façon, fait l'unanimité. Sainte-Luce est un petit village de pêcheurs de langoustes. Dès l'aube, ils préparent leur casier, qu'ils relèvent quotidiennement. Selon les jours, ils ramènent entre 5 et 40 kilos de langoustes. Des collecteurs les achètent. Pour les revendre, ils n'auront pas beaucoup de chemin à faire. À quelques centaines de mètres de là, ils ont rendez-vous sur une piste d'atterrissage. Par la route, il aurait fallu 3 heures aux langoustes pour atteindre Fort-Dauphin. Grâce à cette ULM, cela ne prendra que quelques minutes. Résultat, moins d'1 heure après avoir quitté les eaux de Sainte-Luce, les langoustes font leur entrée à l'usine, juste à côté de l'aéroport. C'est de travailler le plus vite possible pour préserver la fraîcheur encore une fois, jusqu'à la fin, pour avoir un produit top à la sortie qui nous permet de nous exporter et de nous vendre à l'international sur des marchés très différents, que ce soit l'Europe ou le Japon ou la Réunion. Aujourd'hui, nous exportons 2 tiers de notre production sur le Japon et c'est une marque de reconnaissance que nous revendiquons et dont nous sommes fiers, aussi bien nous, le martin pêcheur, ses employés, mais aussi tous les protagonistes de cette filière aujourd'hui qui se bagarrent pour arriver à continuer à garder cette qualité. Le pré-traitement, c'est la mise à mort des langoustes, la cuisson et le refroidissement. Après le refroidissement, les langoustes seront transférées directement dans la salle de traitement pour le traitement proprement dit. Nous avons 3 calibres différents là dans la cuisson. Il y a les moyennes, les petites et les grosses. Et puis après, dès que les langoustes sont bien cuits, on transfère on le met dans le bac de refroidissement pour que ça se refroidisse. On garde la même tradition de pêche qu'on a toujours eue dans la région. On y adjoint un petit peu de modernisme, un peu d'avion. On amène un peu notre savoir-faire et c'est ce savoir-faire qui nous permet d'exporter mais aussi de pouvoir donner du travail et alimenter tous ces pêcheurs avec notre présence quotidienne et notre appui quotidien dans leur pêche. Après l'usine, les langoustes retrouveront la mer, cette fois-ci en conteneurs frigorifiques. 2 tiers de la production sont exportés vers le Japon, le reste vers l'Union européenne et la Réunion. Des exportations facilitées par la construction à Fort-Dauphin d'un tout nouveau port aux normes internationales. Le port d'Ewal a été construit par Rio Tinto, l'exploitant de la mine. Oui, 3 ans de construction pour arriver à un port avec des normes internationales en eau profonde. Donc nous avons quand même un quai de 275 mètres de long. 15,75 m de profondeur au quai principal. Là. Et donc c'est vraiment une très belle opportunité pour pouvoir accueillir tout type de navire. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on puisse développer économiquement un pays, quel qu'il soit, sans avoir des infrastructures portuaires de qualité. Nous sommes quand même qu'à 48 heures de l'île de la Réunion, à 48 heures de l'Afrique du Sud. Donc bien placé entre l'Afrique et l'Asie, au milieu de ces îles, donc c'est un programme très intéressant.
Mais à côté des porte-conteneurs, il y a aussi des pêcheurs réunionnais. Ceux-ci profitent du port pour transborder le fruit de leur pêche sur un seul navire qui rentrera rapidement à La Réunion. Poissons plus frais, augmentation de la durée de pêche et économie de carburant, Ewal représente pour eux une véritable aubaine. C'est une aubaine pour les bateaux réunionnais, ça leur permet de raccourcir leur temps de pêche, c'est-à-dire une meilleure qualité, une meilleure fraîcheur. Donc Fort-Dauphin, de par sa position géographique, nous apporte vraiment un plus exceptionnel. Je pense qu'on va en tirer un grand bénéfice et surtout de voir aujourd'hui la filière réunionnaise pélagique qui est assez en difficulté. Aujourd'hui, ça va nous permettre de redresser la barre et je pense fortement que ce projet va marcher. Ces Réunionnais ne seront pas les derniers à Fort-Dauphin. Aujourd'hui, grâce au port d'Ewal, la croisière est de retour avec ses milliers de passagers. Demain, Fort-Dauphin et La Réunion retrouveront peut-être le chemin d'une destinée commune.